Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'Unicampus Gaming Live, l'émission de l'Université de Caen dédiée à la ludopédagogie. Je retrouve aujourd'hui pour notre dernier live de l'année notre équipe habituelle, Damien Leroy. Bonjour Damien. Bonjour Florine. On n'a pas les applaudissements, mais ça manque. Ouais. Ouais. Jérôme, Ou des rires. donc Jérôme, le clipage. Bonjour Jérôme. Bonjour Florine. Et puis Arthur, une fois n'est pas coutume. Bonjour Florine, bonjour Florine. Arthur Gâté. Là pour la fin. Quand même. Voilà, le meilleur pour la fin. C'est toi qui dis le meilleur. Oui. Alors, pour ce 13e et dernier live, on vous propose une émission en 3 temps. On fait un petit retour sur nos lives et puis surtout, on vous évoque les perspectives pour l'année à venir. On va ensuite parler sport et jeux, notamment dans un contexte ludopédagogique, puisque les JO approchent. Et puis, on finira par vous parler des derniers jeux auxquels on a joué. Donc, on commence tout de suite par... voilà, avec beaucoup d'émotion, par un retour sur les derniers lives. On a fait 13 émissions. On a eu des épisodes un peu spéciaux, épisodes de Noël, épisodes de Fête de la Science, Game Jam du Bootcamp. Le spécial élection. Ne loupez pas le spécial élection. Cela dit, on pourrait faire un thème là-dessus parce qu'il y a des super jeux sur, avec des systèmes de vote, des systèmes électoraux. On pourrait faire un truc là-dessus. Après, on verra si on a... N'hésitez pas Pour dans les notre chat à prochaines vous dire ce que vous présidentielles, on peut voulez. faire ça. qu'on fasse, Ouais, Kennedy Nixon. Kennedy ouais. Nixon, Ouais. on avait- hégémonie, vous pourrez être pas mal. Hégémonie, ouais. Oui, Il y a de quoi faire. Il y a On pourrait beaucoup de même les choses. scénariser, à mon avis. C'est vrai. Ouais. On va Les faire uns un fil après les rouge. autres. Si on Bon, est alors, toujours d'humeur à parler d'élection. Peut-être. Donc, À la projet pour la suite, peut-être. On a ludifié, gamifié notre émission. On a joué au carabistouille, on a inventé des jeux en fonction de compétences, on a fait des quiz. On a eu la chance d'avoir des spectateurs au rendez-vous. Vous êtes 110 à nous suivre sur Twitch, vous nous suivez de plus en plus nombreux sur LinkedIn. Et puis, nos lives sont aussi diffusés en replay sur la médiathèque pédagogique de l'Université de Caen. Donc, on vous remercie de nous suivre. Et puis, C'est là où il faut leur demander s'ils veulent donner bien sûr. pour continuer à faire vivre l'Université de Caen-Normandie. N'hésitez pas à faire un don. N'hésitez c'est ça. pas. Voilà. Je m'occupe de la cagnotte. Donc, n'hésitez pas. L'information s'affiche en bas de votre écran. Il doit y avoir marqué second degré pour pas qu'on ait de problème avec la cour des comptes. Oui, non. Exactement. Alors, sur les perspectives pour 2024-2025, Damien. Oui, on a voilà, plusieurs fois dans l'année parlé des évolutions, donc des différents lives sur une échéance fin de cette année. Mais on va revoir donc pour l'année prochaine déjà tout un format de game session, les game sessions ouvertes notamment. On va repenser ce format, on aura peut-être moins de game sessions dans l'année, mais avec un public différent. On fera peut-être des game sessions orientées en fait à destination d'un public particulier. Je pense à ce qu'on a fait cette année avec les étudiants Erasmus, qui, pour une session, ont rempli vraiment le créneau d'une game session ouverte. On va revoir, à mon avis, également le format de live, peut-être repréparer un édito particulier avec des focus un peu différents tout au long de l'année. On aura des invités aussi. Des invités, tout à fait. Merci Florie. Et en termes de perspective, là, je voulais faire un focus un peu particulier sur les productions et accompagnement du Gaming Lab, les productions du Gaming Lab sur l'année à venir. On a parlé plusieurs fois du jeu Pharmacy's Up, mais voilà, je voulais juste présenter le projet fini. Ouais, c'est une super très production et propre. c'est Ça rend pas assez bien là. Faut être là, présent. Faut être présent en fait. est extraordinaire. c'est une belle réalisation parce que c'est la première boîte en fait éditée complètement par l'université de Caen. Donc on a fait appel à plusieurs services pour travailler sur ce projet et on a pu le présenter donc à l'enseignante donc Pascal Schumann-Barr lundi, qui était fière en fait de pouvoir repartir avec ces boîtes de jeux et pouvoir permettre en fait à ses étudiants de jouer non pas avec un prototype mais avec un jeu complètement édité. Donc un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à ce projet et qui ont rendu cette édition possible. Et J'en mets tout le temps. Et j'en profite également pour nous faire de la pub sur les productions qui vont venir, puisqu'avant décembre, on aura donc 2 autres jeux qui vont être au même stade d'édition. Un jeu de remédiation en microbiologie,
dans le cadre d'un appel à projet de l'ESIX, donc l'école d'ingénieurs de l'université de Caen, qui aura sûrement comme nom le jeu Fast and Ferment, un jeu qui va notamment traiter de la question des ferments alimentaires, des ferments microbiologiques, et un autre jeu, donc un jeu de positionnement diagnostic en anglais, donc qui va sûrement s'appeler également Totems Master. Donc voilà, ces deux jeux vont être complètement édités en décembre, si tout va bien. Et donc ça, c'est pour la partie production de jeux. On aura toujours donc des prototypes en cours d'édition, et ça, c'est un peu le cœur de nos activités toute l'année. Une troisième édition du jeu de gestion de crise à venir, qui va peut-être évoluer parce que peut-être qu'on va faire 2 sessions, mais ça, c'est encore en discussion parce que la cohorte d'étudiants est de plus en plus grande. Donc peut-être que pour faciliter la gestion, on va sûrement avoir deux sessions. Oui. Tant que j'y pense. Je parle à l'oreillette, en fait. C'est vrai qu'on l'avait dit, mais c'est l'occasion de le redire. Le jeu Pharmacies Hub, en fait, va être disponible en print and play sur le site du CEMU. Donc vous aurez la possibilité en fait d'éditer complètement le jeu par vos propres moyens. Et voilà, donc on va mettre à dispo les fichiers PDF, le livret pédagogique, le livret de jeu. Enfin voilà, l'ensemble des éléments avec des indications, nos préconisations en termes peut-être de grammage de papier. Enfin, on va aller loin dans les préconisations. Et puis libre à vous en fait d'adapter le degré en fait de finalisation d'édition. Heureusement que je viens de m'en rappeler tout de suite. Donc voilà pour la 3e édition du jeu de gestion de crise. En fonction des possibilités, peut-être qu'on aura également une version jeu vidéo à présenter. Je pense notamment à un accompagnement de l'UFR Santé à venir en janvier, qui va être à mon avis un temps fort des accompagnements du Gaming Lab, puisqu'on va accompagner 680 étudiants sur une durée de 2 semaines réparties en 6 créneaux de 2 heures, à la production d'un cahier des charges sur un format poster sûrement. Donc voilà, on en est au stade de projet, on est en train de commencer à répondre à la demande de l'enseignante, mais on aura 680 étudiants à accompagner sur 6 sessions de 2 heures, et je pense que voilà, ça va être vraiment un grand moment. C'est une des questions qu'on a souvent, une des oppositions classiques par rapport à l'utilisation du jeu en contexte pédagogique, c'est la question du nombre. Est-ce que, en fait, d'accord, ça marche, il y a 15 étudiants, il y en a 20, il y en a 30, mais quand on est face à un grand groupe, comment on peut utiliser le jeu? Là, c'est intéressant parce qu'on a fait des choses des fois sur des groupes un peu plus importants, mais je pense qu'on n'a jamais été sur des cohortes aussi importantes, et d'identifier tout le travail qui va être fait avant pour préparer les étudiants, et puis le jour J, Et puis c'est vrai que je parle des étudiants, mais il y aura entre 35 et 40 enseignants qui interviennent en fait au cours de l'année, qui seront présents pour accompagner les étudiants à la réalisation de ces cahiers des charges. Donc voilà, en termes de réalisation, je pense que on fera un focus un peu particulier dessus, peut-être sur le live de février. Donc, on verra ça, mais en tout cas voilà, c'est un moment que l'on attend. Et puis on fait 2 bootcamps dans l'année jusque-là. L'année prochaine, on aura donc sûrement 5 bootcamps différents. Donc voilà, les modalités ne sont pas encore complètement définies, puisqu'on attend encore de notre côté quelques informations. Mais on pense déjà à un bootcamp sur le même format que les années précédentes, un bootcamp de niveau 2, peut-être un niveau plus... pas peut-être, ce sera un bootcamp de niveau plus avancé pour les personnes qui ont déjà suivi la première édition du bootcamp. Un bootcamp plutôt à visée internationale sur une modalité où on présentera une Staff Week en anglais. C'est ça, c'est une International Staff Week. Donc on la fera complètement en anglais. Et puis les 2 autres bootcamps sont plutôt des réponses en fait à des demandes, et pour ça on va voir où ça. On est en attente d'informations, donc on peut pas encore voir comment on les positionnera et comment ça se passera. Et également sur les activités de formation, il y a des formations dans le cadre du projet compétences et métiers d'avenir.
Donc les projets CMA qui sont financés par le plan d'investissement d'avenir France 2030. On a dans ce cadre-là des formations à la ludopédagogie qui vont également avoir lieu, donc qui seront, si on le fait très rapidement, des formes de bootcamp en ligne, Ouais. voilà, plutôt sur 5-6 semaines, avec un effort de 5-6 heures par semaine. Mais voilà, il y aura aussi ces sessions-là qui vont venir toujours servir notre objectif, l'un de nos objectifs au Gaming Lab, celui de former les collègues à cette pédagogie exigeante qu'est la ludopédagogie. Enfin, on est fini pour les perspectives de l'année, et puis en sachant que ça, c'est ce qui est prévu pour le moment. C'est déjà très riche et on reviendra sur ces événements et ces productions Ouais. dans les lives à partir de la rentrée. Tout à fait. Donc merci, merci Damien. Alors on passe à notre deuxième point principal de cet épisode, les liens, les interactions entre le sport et le jeu, et bien sûr la pédagogie. Bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que les JO approchent, donc voilà, nous sommes dans l'actualité plus que jamais. Et donc on avait envie de se poser une première question qui revient souvent pendant les bootcamps, qui est d'abord, est-ce que le sport est un jeu? Alors, est-ce que je vous laisse Question comme ça, ouverte. sur cette question ouverte? Merci. Vous avez La parole est donnée. Merci de cette question. Non, c'est vraiment c'est un questionnement effectivement qui revient souvent. L'interrogation jeu et simulation, jeu et sport, ce positionnement particulier, même d'ailleurs jeu et éducation, qui fait que le jeu est parfois intéressant à délimiter en termes de périmètre. Donc pour ce qui est du jeu, là, on peut garder une définition assez simple autour d'une activité qui est encadrée par des règles, qui va engager une forme de plaisir chez les protagonistes, des participants. Et il y a une dimension transformative qui est potentielle et qui est liée à l'activité du jeu lui-même. Donc c'est un artefact enfin, matériel ou immatériel, qui rassemble des protagonistes qui vont y projeter plus ou moins de plaisir et avec une transformation plus ou moins importante. Ça, c'est pour la définition de ce qu'est un jeu. Pour le sport, moi, je suis formé philosophiquement en tant que plutôt essentialiste, donc j'aime bien identifier des attributs, et à ce titre-là, j'aime bien la dimension de Philippe Sarmejane, qui identifie 4 éléments pour définir ce qu'on entend à travers le sport, et en particulier le sport moderne. Donc, il fait une distinction importante entre toutes les activités qui pouvaient être sportives, on a envie de dire, avant le XXe siècle, et puis l'avènement du sport moderne tel qu'on connaît. Et lui, il identifie quatre éléments. Il y a d'autres auteurs qui ont travaillé dessus, mais ça se rejoint. Et cette idée d'une activité, le sport est une activité, selon lui, motrice. Donc, il y a un engagement du corps qui est plus ou moins global. Mais ce qui fait que je lance des fléchettes, j'ai une activité motrice. Je tire avec un pistolet, j'ai une activité motrice. Évidemment, si je cours, je saute, je me déplace, j'attrape. Voilà, on a cette dimension de motricité qui est plus ou moins importante, mais qui est un élément essentiel et qu'on retrouve dans quasiment toutes les définitions. Deuxième attribut, on a toujours un système de règles. Et un système de règles, c'est ça qui est important, qui est garanti, qui est globalement fermé. Ça distingue dans son esprit les pratiques sportives du XXe siècle et de ce qui va suivre, de toutes les pratiques qui étaient très très locales. Et quand on parle de la soule, par exemple, ce jeu ce serait une erreur de le dire que c'est l'ancêtre du rugby, parce que voilà. Après, il y a une balle et il y a des gens qui se battent un peu pour l'attraper et pour empêcher les autres d'aller quelque part avec. Donc, il y a des formes, mais entre la soule normande, la soule bretonne, toutes les soules qu'on peut avoir en France, en Italie, en Espagne, en fait, il y a tellement de différences et il y a tellement de particularités que quelque part, on n'est pas encore dans cette idée d'universalité dans la règle, et que un sport se joue d'une façon. Donc, c'est l'une de ces idées. Et pour cela, il a un troisième attribut qui est celui d'une structure qui est fédérée autour justement d'organismes nationaux ou internationaux qui garantissent cette législation. Donc ça, c'est un élément qui aussi est important.
Donc, une activité qui est réglée, une activité qui nous engage de façon motrice. Il y a cet encadrement qui peut être associatif, qui peut être ministériel. Enfin, on a ce principe d'encadrement aussi qui distingue fondamentalement le jeu du sport. Et selon lui, l'élément le plus déterminant dans la naissance du sport moderne, c'est la mémoire de la performance. On consigne combien de temps on a fait, qui a gagné, combien de temps, et on crée autour de la personne qui réalise cet exploit-là une forme de reconnaissance très liée à notre société de consommation, voilà, qui fera émerger les stars des figures de stars, voilà, mais de façon très précoce d'ailleurs. Carpentier, Jack Dempsey, sur les premiers boxeurs du début du XXe siècle et les premiers footballeurs qu'on va avoir. Voilà, on va avoir autour du praticien aussi cette mémoire de la personne qui agit plus que l'activité elle-même, qui était une occasion éventuellement de se réunir. Donc, du sport, j'ai envie de dire classique, qui est lié plutôt à des environnements culturels locaux et avec une finalité qui est avant tout la célébration du collectif, le renforcement des liens sociaux. On passe à quelque chose qui va quelque part aussi avoir un adossement professionnel qui va se mettre en place de façon de plus en plus affirmée. Et ça rejoint, chaque fois je ne veux pas écorcher son nom, c'est Isabelle Queval, parce que j'ai envie toujours de dire autre chose. Isabelle Queval qui, elle, elle dit que le sport est un jeu sous certaines conditions. Et dans ces certaines conditions, il y a cette idée que dans le jeu, on n'a pas cette ambition plus ou moins, ou cette possibilité de faire métier. Si je suis dans une pratique du jeu, derrière, je n'ai pas cette projection de faire métier dans cette activité ludique. Et dès l'instant où il peut y avoir ce basculement, on a potentiellement affaire à quelque chose qui peut être du sport. Alors, il y a plusieurs points dans ce que tu as dit sur lesquels j'aimerais qu'on revienne. C'est pas clair. Si, mais qu'on approfondisse. Par rapport au fait que le sport soit structuré par notamment des organismes, des fédérations. Et je lisais aussi avant l'émission un entretien avec Georges Vigarello qui disait que c'est aussi cette institutionnalisation du sport qui fait que il se détache complètement du jeu. Pareil à partir du 19e, 20e siècle. Et même sur les forums, quand les gens se posent ces questions-là, ils se disent est-ce que c'est le fait qu'il y ait moins de liberté dans le sport à partir du moment où il s'institutionnalise qui fait que c'est plus un jeu? Complètement. C'est d'ailleurs dans la définition même de jeu de Huizinga, hein, c'était fait d'une ritualisation d'une pratique qui était justement libre, éventuellement spontanée, et qui devient par effet de répétition, par effet d'encadrement, d'institutionnalisation, de ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas, d'éventuellement de sanctions pour ceux qui ne respecteraient pas ce type de façon de jouer, que ça soit dans la règle ou dans l'esprit du jeu. Parfois, on a aussi cette dimension. Et donc, effectivement, il y a un retrait de la liberté. Ou alors on va demander aux sportifs d'aller réinventer des espaces de liberté dans la façon, mais globalement ici on a un rapport beaucoup plus strict voilà, à cet encadrement de règles. Donc oui, je rejoins. Est-ce qu'on a tort de parler de Jeux olympiques? Oh là. Le débat est lancé. C'est pas une question préparée. Si, alors, c'est-à-dire qu'en fait, on utilise justement l'énorme souplesse du mot jeu à travers l'histoire. Donc, le mot jeu au sens antique, il est extrêmement polyvalent. Il envoie à la fois des exercices militaires, il envoie à des contextes d'éducation, à des peines de mort. Voilà, on est condamné à aller au jeu. Enfin, quand on était dans cette condamnation-là, aujourd'hui, on voulait vous êtes condamné au jeu. On dirait bah cool. Là, on disait bah non, pas cool. Parce que c'était nous l'objet du spectacle. Voilà, donc et les Jeux Olympiques, il y avait une dimension sportive, mais la façon dont une fois de plus, il y avait cet objectif de la célébration du collectif, qui est très fort dans l'Antiquité grecque, et d'une compétition qui est mise en scène entre les différentes cités.
et aussi dans une perspective religieuse. C'est l'unité hellène, l'unité grecque, elle n'existe en fait pas vraiment en dehors de la langue et de la religion. Et derrière, c'est des systèmes politiques qui sont très différents, ils sont dans des compétitions économiques, ils ont des modèles vraiment d'organisation sociale qui sont très différents. Là où ils se retrouvent, c'est justement sur la religion et la langue, et les jeux sont une occasion de les célébrer. Donc en fait, à cette époque, le mot jeu olympique renvoie à une réalité qui est voilà, très, très, très liée au contexte, de cette Grèce antique. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on célèbre à travers les Jeux Olympiques? Est-ce qu'on n'est pas plutôt sur une pratique sportive qui est voilà, c'est l'université, enfin une compétition universelle, donc ouverte à tous et à toutes, voilà, toutes les fédérations sur tout un ensemble de sports. Mais l'esprit antique, il existe assez peu, et y compris même dans certaines vertus qu'on peut avoir, nous, qu'on peut projeter en se disant sur le dépassement, sur le fair play. Alors Coubertin est un personnage dans l'histoire des sports qui est assez, on va dire, ambivalent, parce que alors on se souvient de ces grandes phrases, et il apporte beaucoup de choses en disant c'est bien, voilà, l'essentiel c'est de participer, il y a l'esprit du sport, il y a une forme de l'élégance, mais après, au-delà de ça, c'est un homme de son temps, donc avec aussi une vision très, très sexuée de la pratique sportive. Aussi, il est un homme de son temps à une époque où le colonialisme et l'impérialisme colonial plutôt est très fort. Donc il a aussi, et voire même, il est issu d'une aristocratie. Donc c'est voilà, ces valeurs-là de l'olympisme initial, et les valeurs qu'on peut avoir aux Jeux Olympiques, ça, voilà, ça nous éloigne pas mal de l'idée de jeu. Euh, euh, Notamment parce que le jeu n'a pas nécessairement cette vocation intrinsèque à, voilà, à conserver la mémoire, avoir cet esprit de compétition comment dire, nécessaire. Dans le jeu, on peut avoir un esprit de compétition, le jeu peut être compétitif, mais c'est pas pour autant que tous les jeux doivent l'être ou qu'on doit tous jouer de cette façon. Les Jeux olympiques, les sports olympiques sont par essence, sont vraiment nourris dans un système compétitif et extrêmement compétitif. Le jeu, Puis on pour en le coup, on parlait. est à l'inverse en fait de la liberté, surtout dans la pratique aussi, qu'on retrouve pour le coup dans l'artefact jeu. Et la question de la performance, c'était un peu aussi un des points sur lesquels je voulais rebondir. C'est souvent l'argument qui revient pour séparer le jeu et le sport, et la performance et la compétition. Oui. Et après, à quel moment ça devient aussi sport et travail. Ouais. Et ça, non, mais c'est Ouais, encore 3 degrés. ouais. C'est, la recherche de la performance, on s'éloigne du jeu, puis ensuite la recherche de la performance à tel point que ça devient travail. Quelqu'un, on s'éloigne même de la pratique sportive. En fait. Il n'y a plus de plaisir. Oui, c'est ça. Enfin, deux auteurs que j'avais bien aimé leur approche, hein, Ronan David et Nicolas Aublin, ils ont écrit sur justement travailler cette question jeu et sport. Et pour eux, ils ont une lecture très très critique du sport. Le sport, c'est en fait projeter nécessairement de la compétition. Et parce qu'il y a cette essence de compétition, naturellement, selon eux, ontologiquement, il va y avoir développement de toxicité liée, voilà, au dopage, liée à la recherche de performance à tout prix, liée aussi à la haine de l'autre, liée à la violence qu'on va pouvoir avoir vis-à-vis de son corps, vis-à-vis des autres, pour pouvoir gagner à tout prix. Alors, ils ont une lecture très très critique de la question du sport. Moi, j'aime bien parce que ça rappelle justement l'essence du jeu qui n'est pas nécessairement toujours nourri par ça. Donc le sport est le jeu est à l'origine un sport. Le sport est à l'origine un jeu. Mais il peut cesser de l'être avec un certain nombre de conditions. Et justement, tu voulais nous donner des exemples historiques de jeux qui sont devenus des sports. Oui, parce que c'est souvent cet effet de ritualisation. On parlait des jeux de Soul, qui sont
qui sont justement un peu encadrés, mais on peut même parler du rugby à la base, début du 19e siècle, dans les années 1824-27. Alors il y a des spécialistes d'ailleurs, notamment dans notre université, qui pourraient me corriger sur la date exacte. Mais globalement, à rugby, une façon de pouvoir jouer chez les jeunes aristocrates dans la cour, ils inventent un jeu. Et il y a pendant assez longtemps une forme qui est un jeu. On joue dans l'espace qui est derrière le bâtiment, à avoir une balle que l'on peut porter, avec laquelle on peut la pousser au pied. Et ensuite, ça va donner la naissance au football et au rugby, avec des distinctions de règles. Mais pendant un temps assez long, ça a été une pratique libre, assez spontanée, mouvante au niveau des règles, par des jeunes hommes qui jouaient derrière un bâtiment. Et quelque part, on s'y retrouve d'ailleurs ici. Ça nous est arrivé de jouer. On se dit, tiens, chez moi, j'ai pas un terrain de basket. J'ai un truc qui ressemble vaguement à un trou. Et puis, on commence à jouer. J'ai même pas de ballon. Et puis, on va jouer avec une peluche, à essayer de la balancer. On va trouver ça rigolo. Puis, le lendemain, on va revenir jouer. Puis là, on va commencer à se mettre un peu plus dans une compétition. Alors, j'ai jamais vu de jeu de peluche lancé dans un... Non, mais en fait, de la même manière que sur un jeu, en fait, on va retrouver des mécaniques qu'on va pouvoir réadapter en fait, pour reconstituer en fait, un jeu. C'est ce qu'on trouve en école, enfin, pas forcément en terrain de foot, mais des fois ça peut être entre les deux poteaux, c'est le but. Et puis voilà, enfin, c'est. Et alors après, ça n'interdit pas au sport lui-même aussi d'évoluer. Alors, je dis pas qu'une fois que c'était sport, tu bouges plus. Et ça y est, le sport, on voit bien, on invente les tirs au but. Je sais plus quelle finale de l'Euro a été tirée au sort, parce qu'en fait ils sont arrivés à la fin du match. On n'avait pas pensé faire des tirs au but. Fin du match, ça fait match nul. Bon on va tirer à pile ou face pour savoir qui a gagné. Si vous avez la date, vous gagnez un t-shirt. Pareil, il me semble que c'était pour Allemands les... qui avaient gagné, je crois, contre les Italiens ou non, C'était aussi pour rattraper le temps perdu. Ça avait été rajouté parce que quelqu'un s'était amusé en fait à perdre le ballon extrêmement longtemps pour éviter que l'autre équipe gagne en fait. Et après ça, ça a été instauré en fin de compte de réajouter en fait le temps perdu en cas d'égalité. Les prolongations. Et même le sens. Au rugby, on parle, il y a les essais, c'est ce qui rapporte le plus de points. En fait, l'essai rapportait rien à la base au rugby. En fait, on allait poser la balle, aplatir la balle derrière l'en-but, et ça nous donnait le droit d'essayer de tirer. De faire une transformation, de tirer et de tirer entre les poteaux. Et c'était ça qui rapportait un point. Et donc l'essai et donner le droit à faire quelque chose. Donc parce qu'il y a un public, parce qu'il y a une évolution. Voilà, le sport, il n'est pas complètement. Toutes les lois des jeux, des sports évoluent pour mettre en sécurité les joueurs, pour éviter des effets, des espèces de bugs auxquels on n'avait pas pensé. Mais néanmoins, l'essence première, elle est vraiment autour de cette liberté. Et donc, pour donner d'autres exemples sur le jeu de paume, qui est là vraiment à la base du tennis, sur les courses. Alors, le jeu de rouler vite. D'aller faire des petits tours dans son quartier, mais avant d'être des circuits, il y avait cette forme presque libre. Je crois que c'est dans le dernier film de Scorsese où il me semble, oui, c'est celui-là, dans Killers of the Flower Moon. Ici, il me semble qu'il y a une scène où on voit des automobiles, et c'est le début de l'automobile au début du XXe siècle, qui font une espèce de course, et tout le monde les regarde, mais ça se fait à l'intérieur de la ville, et c'est sur une forme plus ou moins spontanée. Et donc c'est la même chose pour le cyclisme. On a eu, dès l'instant où il y a eu cet artefact qui est arrivé, du vélo, certainement qu'on a dû avoir des oiseaux qui se sont dit, tiens, c'est qui va monter le plus vite la côte et c'est qui peut faire le tour le plus long. Et de fait, on a ces exemples assez récurrents de pratiques, de gens qui se lancent, puis s'organisent, puis s'institutionnalisent. Je fais juste un aparté pour dire que Benoît vient de gagner un t-shirt de Gaming Lab, puisque Benoît nous annonce... C'était Allemagne-Italie alors ou Alors, pas? je viens de perdre le message, mais il nous avait donné la bonne date du...
Alors, mais je dis, que Lucie pourra nous le si redonner, longtemps que peut-être. ça. Je pense que les tirs au but pour déterminer, je me demande, c'est pas dans les années 70. Non, mais il a regardé Et sur Internet. On salue Benoît Ouais. qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Merci pour ta réponse. Ça Des se fait accusations. rare 10 fois, je pense. Alors, pour recentrer Oui, sur le sujet, donc tu as bien dit avec les Jeux Olympiques qui étaient faits à la base pour célébrer qu'il y a la notion de spectacle qui est importante Ouais. aussi dans le sport. Et je me tourne peut-être vers Arthur parce que j'ai l'impression que là où on la retrouve dans le domaine du jeu, c'est sur ce qu'on appelle justement le e-sport. Ouais. Donc tu vas nous dire un mot un peu plus spécifique sur les techniques liées au e-sport, mais juste avant peut-être sur cette idée de spectacle. Est-ce que c'est ça qui fait le lien entre le jeu et le sport dans le e-sport aussi? Ouais, totalement. Bah, c'est ce que toi, Jérôme, tu parlais justement, le fait d'avoir un leaderboard, en tout cas de l'institutionnalisation justement du sport, en tout cas du jeu comme étant un sport, le fait d'avoir aussi des stars fétiches de joueurs, c'est ce qu'on retrouve notamment dans les championnats qu'on peut avoir à Paris ou même en Corée, où tu vois les gens, ils arrivent. Donc c'est vrai que c'est assez rigolo parce que c'est vrai que ils ont un physique qui dénote totalement des sportifs classiques, je dirais, de football ou de basket. Donc, ils sont vraiment des têtes de geeks. Hein, mais par contre, il y a énormément de personnes derrière qui sont ouais, c'est super, voilà. Et donc, ça aussi, ça fédère. Puis, il y a aussi la connaissance des règles du jeu, aussi, qui est aussi assez importante. Enfin, je prends aussi par expérience, mais par exemple, les matchs de StarCraft 2, si on met quelqu'un qui n'a jamais joué au jeu, qui va regarder un match de StarCraft 2, il va pas forcément comprendre l'engouement en fin de compte derrière. Et en même temps, je fais le petit lien avec ce que je vais dire après. Il y a aussi la connaissance en fait des techniques utilisées dans un jeu qui est aussi assez importante, en tout cas pour avoir cet amusement et avoir un engouement au sein d'un jeu en fin de compte. Dans les définitions que propose, on en parlait de Philippe Descola, on en Ouais. parlait. Dans en le sport préparant est-il un l'émission. jeu? Le sport est-il un jeu? Il insiste sur le fait que le sport se transmet pas si simplement que ça, parce qu'il y a une technicité qui est importante. Et donc dans l'e-sport, c'est très très souvent le cas. On a des stagiaires de seconde qui sont ici. L'un d'eux nous disait qu'il jouait à Rocket League. C'est typiquement le jeu où avant d'avoir fait 30 heures de jeu pour pouvoir... On se dit que c'est pas spécialement impressionnant en fait quand on regarde. On se dit oui, ok, il suit la balle avant de suivre la balle. Et puis Rocket League, il y a vraiment une mécanique en fin de compte aussi du moteur, en tout cas du moteur du jeu. Le fait que le véhicule puisse bouger d'une certaine manière, c'est extrêmement précis. En 3 dimensions. C'est ça, c'est vraiment de la 3 dimensions. C'est assez spécifique et moi j'y ai joué un petit peu, mais c'est une 3 dimensions dur, avec il y a vraiment, une gravité particulière en fait, et c'est ça qui le rend intéressant. Il y a vraiment des éléments techniques, l'accélération avant-arrière pour pouvoir récupérer le turbo, il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc justement, tu voulais nous parler de la façon dont la recherche, la maîtrise des nouvelles techniques, notamment dans le e-sport, pour qu'on peut parler de sport. Oui, je voulais parler de... Si, quelque chose. C'est ton oreillette. Donc, Italie-URSS en 1968. Merci. Naturellement. Demi-finale. Je voulais parler du coup de Tetris, la version NES, Tetris classique sortie en 90. On aurait pu penser que c'était un vieux jeu tombé dans l'oubli. Non, je n'étais pas né, où en fin de compte, il y a un peu cette idée-là que l'e-sport, c'est en fin de compte que des jeux récents. Et en fait, non, pas du tout. Donc Tetris, c'est la version classique, en tout cas, qui est notée. Il y a les World Championship of Classic Tetris. Et donc la NES, peut-être, vous voyez peut-être pas la manette, mais c'est une manette qui est très petite, à peu près de cette taille-là, avec une croix directionnelle vraiment un peu... deux boutons, c'est vraiment pas énorme, c'est vraiment rien du tout. Elle n'est absolument pas ergonomique. Elle n'a aucune ergonomie. C'est une brique. Il n'y a aucune prise. Donc, le fait, je crois que quand on jouait, au bout d'une heure, on avait mal à la main parce que la manette était minuscule, donc on avait des crampes. Enfin, c'est horrible.
Et donc, les World Championships, il y a des jeunes personnes, vraiment très très jeunes, de 16, 17 ans, voire même 13 ans, qui mettent au point une nouvelle technique pour pouvoir jouer à Tetris. Il faut savoir que Tetris, alors déjà, comment s'appelle une pièce de Tetris? Une brique? Une brique, mais c'est un tétromino. Ah oui. Voilà, c'est le terme on technique. ouais, d'accord. Le terme technique, on est au-dessus. Et donc, en fait, donc on a des niveaux dans Tetris, Ah, niveau t'es de trop niveau mignon, 1, et donc ça baisse petit à petit, puis à chaque fois on fait nos lignes, ça baisse plus vite, tout ça. Sachant qu'à partir du niveau 21, apparemment, c'est impossible d'aller au-delà, parce que ça va vraiment trop vite. On ne peut pas déplacer la brique de droite à gauche jusqu'au bout, ni la tourner, faire des rotations pour faire des lignes et continuer le jeu. Ça, c'est vraiment la technique. Il est mis au point la technique de l'hypertapping, qui permet de faire des mouvements, donc 10 mouvements, plus de 10 mouvements par seconde, ce qui est assez énorme. Pareil, en termes de rotation, c'est 10 mouvements par seconde, c'est gigantesque. Ça permet de dépasser en fait ce niveau-là de niveau 21, qui permet un peu d'exploser. Ça va, donc les joueurs vont jusqu'au niveau 50. C'est une technique qui consiste... Je vais prendre mon portefeuille comme... Imaginons c'est une manette de NES. L'hypertapping, c'est vraiment... on va flex en fait notre main en dessous et taper rapidement comme ça. C'est vraiment une technique spécifique. On va poser la manette sur la table. Flex, c'est vraiment utiliser la flexibilité du doigt, donc vraiment du muscle pour vraiment taper très très vite en fin de compte sur les manettes et aller au-delà de la technique en fin de compte. C'est une technique qui est popularisée par Joseph Saele, qui est un joueur qui a 16 ans. Ça a été développé en 2018. Donc c'est assez récent en fin de compte, c'est pas super vieux. Et à partir de cette technique-là, on va développer la technique qui est dite du rolling, qui permet de faire la même chose, mais 30 fois plus rapidement. Ce qui est énorme. C'est une technique qui est développée par le joueur qui s'appelle Cheesefish. Et c'est une technique qui est tellement... Alors c'est cheese, c'est H-E-E-Z. Ouais. Donc c'est pas vraiment le fromage. Mais c'est une technique qui est tellement dingue que, en fin de compte, les joueurs sont obligés de porter des fois des gants pour éviter la friction sur la manette. Et c'est un truc... voilà. Et donc là, la technique est différente. On va mettre notre pied sous la manette comme ça, porter la manette comme ça et faire des petits tapes. Donc on a notre doigt qui est sur la croix directionnelle qui est posée et en fait on va taper en dessous pour que notre doigt tape sur la croix directionnelle. Donc notre doigt qui tape sur la croix directionnelle ne bouge pas. C'est juste la main en dessous. Donc là on a une nouvelle façon de porter et de jouer au jeu qui est assez impressionnante, vraiment une technique physique en fin de compte. Et ça permet de passer du coup au-delà du niveau 50 jusqu'au niveau 121, qui a un niveau qui s'appelle le niveau de charcoal. Donc à chaque fois qu'on passe un niveau, les briques changent de couleur. Le niveau de charcoal, c'est assez intéressant parce que en fait, les briques sont bleues marines bien foncées, ce qui fait qu'on ne voit on a moins... du mal à les voir avec le fond qui est noir. Voilà, avec la vitesse. Donc c'est presque impossible de dépasser ce niveau-là. Mais Willis Gibson, un jeune joueur de 13 ans, c'est très récent, c'était l'an dernier, en 2023, en décembre, arrive à battre, entre guillemets, le jeu grâce à cette technique en 38 minutes. Il commence au niveau 19, il arrive jusqu'au niveau 157 avec 6,85 millions de points. Le jeu crash. Il est le premier à avoir battu Tetris, apparemment. La vidéo est assez amusante. Il faut passer. Faut passer. Et l'importance du détail par rapport au gant, vraiment, il y a cette phrase qui est restée d'ailleurs dans le Hall of Fame, qui est my finger is hurting me. Donc c'est vraiment, il a vraiment mal au doigt à force de jouer 38 minutes sur Tetris. On n'est plus trop dans le plaisir seul et on est plutôt à la professionnalisation et la performance. Mais de fait, on se rapproche de cette idée de motricité. Et d'ailleurs, dans l'e-sport, on n'a pas une motricité globale, à moins qu'on utilise son corps en tant que manette. Mais même, ne serait-ce qu'au niveau digital, au niveau articulaire, au niveau postural, il y a une mobilisation physique dans la mesure où on a des séquelles aussi, on a des blessures. Et la plupart, si vous suivez un peu l'e-sport, pas toutes les semaines, mais tous les mois, on a des figures importantes qui sont soit blessées, soit qui sont en arrêt, qui doivent arrêter leur carrière, généralement assez jeunes, parce qu'ils sont, ils sont blessés. Les joueurs de StarCraft, c'est pareil, où ils sont c'est extrêmement impressionnant, parce que c'est
à la minute, c'est une coordination de centaines de 150, 200 mouvements coordonnés. Donc, on a l'impression de voir un pianiste. Et en fait, quand on regarde les doigts d'un joueur de StarCraft de 19 ans, qui est en milieu de carrière, c'est des doigts d'un ouvrier qui a travaillé toute sa vie en usine, quoi. Je sais pas si maintenant, d'ailleurs, même plus, parce que je pense qu'en usine, on a une protection. Donc la motricité, elle n'est pas globale, mais elle est quand même. Il y a une mobilisation. Donc il y a une dimension, il y a une corporalité dans le sport, dans le jeu, pardon, qui rapproche du sport. Sur les jeux analogiques, les jeux de plateau, bon, ça va. Non, ça va. Justement, Peu de chances de se blesser, sauf si on s'envoie le plateau. Ouais. C'est ça. ça n'est jamais arrivé jusqu'à présent. On va revenir justement vers les jeux de plateau vidéo et puisque tu parlais de la motricité, donc on s'intéresse maintenant plutôt à comment les jeux prennent le sport pour thème. Tu parlais de la motricité, il y a l'exergaming dont tu voulais dire un mot. Parce que c'est une forme de jeu vidéo qui est assez intéressante, qui n'est pas nouvelle non plus. Hein. Sur tous les sujets, quand on travaille, au bout d'un moment, on s'aperçoit que rien n'est nouveau. C'est formidable. Et on se dit, rien à inventer. L'exergaming, ça consiste à faire un jeu vidéo, mais plutôt que d'utiliser un contrôleur classique avec un joystick, une manette, une souris, ici, en fait, une partie de notre corps va servir de contrôleur. Donc, on va avoir soit un dispositif qui va nous filmer, regarder les mouvements, les mouvements qu'on peut faire, soit on va avoir en main des contrôleurs qui, par effet des algorithmes derrière qui vont faire que si je fais ce mouvement-là, je vais pouvoir le faire. Mais donc, on peut avoir un engagement. Donc, on pense à la Kinect, on pense À la Wii. à la Wii. Parce que la Kinect, je suis pas sûr que... Encore la Wii, il y a le joystick quand même. La Wii, il y a un petit joystick. En plus, il y a un petit joystick. Il y a Mais un globalement, petit il y a ce mouvement qui est C'est l'accéléromètre. C'est l'accéléromètre. voilà. On peut le faire avec ses téléphones. Il y a quelques jeux qui le font. Et ça, c'est utilisé. Il y a des typologies de jeux qui se sont vraiment lancées pour essayer de voir comment ça pouvait s'y prêter, et notamment des émulations de sport. Donc, Wii Tennis, dont on parlait. Wii Sport. Wii Sport. Des jeux de bowling, des jeux d'exercice, mais ça arrive aussi régulièrement que dans des salles de sport ou dans des centres, dans des EHPAD, quand on travaille avec des personnes qui sont en perte d'autonomie, on est ce type de gamification où une activité qui peut être répétitive, on va avoir quelque chose qui fait que quand je déplace mes bras sur, je sais pas quelle machine me ferait faire ça, je vais avoir une petite boule qui monte et qui descend, et quelque part, je vais essayer de faire un maximum de points. Donc, on a des éléments de gamification qui peuvent arriver aussi dans une pratique là ici sportive. Donc, c'est pas le... Il y a ça aussi sur l'escalade, tu sais, où les prises Ouais, en fait deviennent ouais. lumineuses et on n'a pas le droit de prendre les prises rouges Complètement. qui sont plus simples, ou alors on perd des points. Et le but c'est de monter la voie en ayant gagné le plus de points avec des bonus de rapidité. Ça le temps passe. Non, c'est Non, bonne idée. Non, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un jeu qui devient un sport, et un sport qui réintroduit du jeu. En fait, c'est ça, c'est que ces mécaniques de gamification, c'est les mêmes raisons en fait Ouais. pour lesquelles en fait on accompagne les enseignants à la pratique ludopédagogique. Mm. Et en fait, on retrouve ce même mécanisme d'engagement de nouveau dans la pratique de l'entraînement sportif, dans le la recherche de la performance. Donc, Alors nous, on a au Gaming Lab, par exemple, Flamme Rouge ou Giro d'Italia The Game. qui à la base s'appelle Leader One. C'était sur le Tour de France, mais il coûtait moins cher à l'époque en version italienne. Puis ça fait toujours plaisir d'être dans l'univers du Giro. Voilà. Ça se défend. Est-ce que c'est une pure coïncidence ou est-ce que les jeux... Non, parce que je pense aussi, on a des jeux de course, on a les jeux de course automobile plutôt, Hit par exemple. Ouais. Est-ce que c'est une coïncidence que c'est la mécanique de course qu'on retrouve en majorité dans nos jeux, ou est-ce que la plupart des jeux de plateau, des jeux analogiques qui prennent pour sujet le sport sont des jeux de course? Il y a dans les jeux, et j'ai envie de dire, je pense que c'est différent, jeux vidéo et jeux analogiques, parce que le jeu vidéo, jeu analogique et jeu vidéo, le jeu vidéo permet de pouvoir être davantage d'aller tout ce qui est dans le réflexe, dans la décision très rapide, dans les enchaînements.
et ce qui se rapproche à certains types de jeux qui peuvent que ce soit sur du basket, sur du foot, sur des jeux de course. Ici, bah voilà, en fait, on peut retrouver enfin pas exactement, mais on peut avoir une simulation qui Il y a va des mécaniques en fait, voilà. qu'on peut transférer plus facilement Plus sur le ouais, jeu ouais. vidéo et sur le Bah, sport. le jeu vidéo, tu as l'immédiateté et aussi de l'action. C'est Ouais. ça. Ici, ces jeux-là, en fait, qui sont des jeux de course, et donc il y a une logique de parcours, c'est presque avant tout des jeux de gestion. Je gère un potentiel de mouvement, j'essaye de m'adapter par rapport à la situation de course, par rapport éventuellement à des tirages de cartes, de dés ou à une gestion de deck. Mais globalement, ces deux jeux-là, qui sont plutôt des bons jeux, moi j'aime bien, sont des jeux de gestion. C'est-à-dire que c'est des jeux de gestion sur le sport. On n'a plus tout à fait cette dimension, enfin c'est sur un thème de sport, donc le thème il est un peu prétexte. Mais on n'a pas la réactivité, la spontanéité, l'immédiateté que l'on a dans le sport. Ou alors, il faut... Enfin, et même, je suis en train de penser... parfois, il y a une dextérité. Je pense à Subbuteo, 1947. Subbuteo, donc un jeu de foot où... par pichenette, on balance, c'est rigolo quand on le dit comme ça, mais on balance un joueur de foot contre un ballon qui va pouvoir faire bouger le ballon. Donc, non, voilà. Et donc, les personnages, vous n'avez pas connu ça, mais ça faisait rêver le petit garçon que j'étais. Et donc, les personnages sont sur un peu des culbutos. Donc, Subbuteo, c'est un culbuto avec des joueurs de foot, et puis on les fait déplacer. Et donc là, il n'y a pas d'effet de rapidité. C'est pas un baby-foot où là, de fait, il y a de la dextérité. On est dans la simulation. On reste sur aussi un jeu de stratégie, mais il y a une forme d'habileté. Donc parfois, on a des mécaniques de jeu qui vont reprendre. Mais dans l'essentiel, on a ça. Et donc, pour l'essentiel, on est sur des thématiques de jeu qui s'y prêtent assez bien, comme les jeux de parcours. Donc course de chevaux, course de voitures, course cycliste. Des jeux, il y a des jeux sur le foot ou le basket, mais là on est souvent à jouer le coach, on est plus à gérer les carrières. On avait eu pendant la Game Jam du Bootcamp un jeu où on jouait un coach pendant les Jeux Olympiques. C'était un jeu de gestion de talent, en fait, c'était du management Il y a de un super sportif. jeu qui s'appelle Blood Bowl, que j'aimais bien comme jeu, donc c'est pas du vrai baseball, mais Mais sur ces jeux de plateau, parce que je les ai pas joués ces deux-là, mais on n'a pas besoin d'être un expert de la thématique, donc là en l'occurrence le cyclisme, pour performer dans le jeu, ou est-ce que au contraire ça présente, enfin, en connaissant les stratégies dans le sport, est-ce qu'on peut transférer en fait, les connaissances est-ce que qu'on l'on a a quand besoin on de s'y joue. connaître en foot pour gagner des tournois de paris sportifs, par exemple? Alors je pensais pas à ça. Autant- mais, en fait, un joueur stratège qui est habitué à avoir une pensée stratégique, il n'est pas plus chef Voilà. Inca que, comment dire, chef que Glorieux d'un Ragnar. scandinave. En fait, le joueur stratège, il va identifier comment on peut faire pour aller dessus. Je pense pas qu'on ait un bénéfice énorme, ou alors c'est vraiment très intuitif de se dire bon bah j'ai des sprinteurs, des rouleurs et des grimpeurs, lequel je vais faire attaquer en montagne. Bon, enfin, il y a des choses qui sont. On est plus de l'ordre des compétences de gestion Ouais. et de management. Enfin, management, oui, non, mais plutôt sur des compétences de gestion que Oui. de connaissance en fait du domaine pour performer dans ces jeux-là. Mais à l'inverse, ça peut nous faire prendre conscience de l'intérêt de rester au chaud dans le peloton, de sortir des effets d'aspiration. Donc ça peut faire. On peut regarder un peu différemment éventuellement le cyclisme, ou même soi-même dans sa pratique, parfois parce qu'il y a des mécaniques fortes qui sont présentes dans ces Ouais, on jeux. peut faire des analogies parfois, mais pas forcément faire un transfert de compétences fort. La question des compétences était ma dernière question. Ah, Merci désolé. Damien. Au contraire, c'est parfait. Parfaitement amené. Merci à tous les trois pour ce point sport, jeu et pédagogie. Et pour terminer, tu voulais rajouter un truc? Toujours. Mais peut-être que c'est sur quoi non, ce qu'on voulait parler des boîtes, des jeux. Alors, pour terminer avec le dernier point de notre émission, on accueille Nicolas. Et juste le temps du transfert. À la place de l'un de D'accord. vous deux. Et Nicolas est en train de choisir qui il va remplacer. Que ça soit en e-sport, pour avoir vu comment se structurer des clubs professionnels,
Et y compris, moi, je pense à un niveau amateur pour voir aussi ce qui se passe dans des centres d'animation socioculturelle qui font de l'e-sport. Le couple sport-e-sport est vraiment intéressant et de la même façon que le couple jeu-sport est intéressant. Donc, pour l'un, je ne veux pas dire ne va pas sans l'autre, mais l'un peut être un bon complément à l'autre. Et donc voilà, et notamment c'est une invitation à faire du sport et à bouger et à pas hésiter. Non, mais Manger, bouger. manger, bouger. Non, mais c'est vrai que mais c'est pas. Pratiquer une activité physique. C'est complémentaire et on pourrait en parler plus longuement, mais ça structure aussi positivement notre cerveau et notre organisme pour pouvoir gérer de la prise de décision, pour pouvoir faire la gestion de ça. On le voit vraiment sur les jeux vidéo, quelqu'un qui ne ferait que ça, il performe moins que quelqu'un qui a une pratique régulière de sport parce qu'il a aussi une habitude, on s'oxygène, on a des fois des apnées quand on joue dans les jeux de tir par équipe. On avait interrogé des joueurs professionnels. Parfois, ils font des apnées d'1 minute 30 quand on est le dernier joueur sur un comment ça s'appelle pas Call of Duty, un FPS. ouais, je suis en train de chercher. Counter-Strike, voilà, sur ouais. Counter-Strike, tu te retrouves Ouais. tout seul, il en reste 3, généralement oui. tu finis en apnée. Mm. Et ici, et le fait d'avoir une pratique aussi régulière de sport, ça améliore. Et c'est aussi pour ça qu'on le fait. Donc, au-delà même de la dextérité et de la publicité. Donc, c'est quelqu'un qui souhaite performer en jeu vidéo, en e-sport, ou même en jeu analogique, il gagnera de toute façon à avoir des éléments qui lui oxygènent son cerveau, qui habitue son organisme à ce type de pression-là. Faites du sport et venez jouer avec nous ensuite. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas. On est ravis de t'avoir avec nous pour ce dernier live de l'année. Tout à la fin. Et tu voulais nous parler de quelques jeux auxquels tu as récemment joué. Oui, avec Arthur et aussi. Jérôme. C'est pour ça que j'ai pris la place de Damien, pour qu'il se vexe, mais il n'a pas joué au jeu du coup. Et vu qu'Arthur a joué aux 2 jeux, c'est plus pertinent, je trouve. Et ce sont des jeux qui t'ont plu. C'est quand même notable. Ouais, c'est réputation pourrie. Non, mais Non, c'est à célébrer. on a même joué à 3 jeux parce qu'il y a aussi à la Guerre d'Odin, Ouais. mais Si, avec et Jérôme. les derniers jeux que tu as joués, il y a une problématique quand même qui revient assez souvent que tu mets, Oui. remets souvent sur le tapis quand même. Ouais, c'est un peu chiant. Non, c'est une bonne C'est critique, quelque chose je trouve. qu'on a un public mineur et il faut. C'est pénible, tu veux dire. Alors, peut-être on peut donner les noms et après on va voir Ouais. la thématique commune. Tu as joué notamment à Carnegie. Alors, KDG, oui, c'est un jeu de gestion d'entreprise qui est très historique parce que c'est un vrai personnage. Carnegie, c'était un immigré américain qui a fait fortune dans la sidérurgie, je crois. Philanthrope, donc on retrouve ces mécaniques-là dans le jeu. En plus, on peut faire des donations, ça fait des points de victoire, etc. On a joué à Messina 1347 qui, alors là, moi en histoire, je suis pas fort, mais c'est la peste à Messine, voilà, Très bien. qui reprend un peu les mécaniques. Et à la Guerre d'Odin, voilà, la Guerre d'Odin, je pense que niveau historique, c'est pas ouf, hein, mais on joue des Vikings, voilà. On prospère et puis on peut aussi aller casser la tête aux voisins, hein, il y a des trucs assez marrants. Faire des raids, voilà, des trucs très la fête, quoi. Alors, on parlera de l'historicité, mais. Je te laisse Et les 3 jeux sont vraiment très bien. J'ai une préférence à la Guerre d'Odin parce que ce que je remarque dans les jeux auxquels on joue quand même énormément de jeux de gestion parce que c'est quand même une grosse part, je pense, des sorties de jeux société, c'est beaucoup de jeux de gestion. Et j'ai ce sentiment à chaque fois que quand on joue, on fait la même chose, tous plus ou moins, et que les jeux nous proposent pas vraiment de route vraiment différente. On joue au même jeu, mais moi, je vais faire quelque chose. Par exemple, si on prend l'exemple de Carnegie, on aurait pu imaginer qu'il y en a un qui allait plutôt s'occuper, aller à fond sur la sidérurgie, il y en a qui allait plutôt être philanthrope, je sais pas quoi. Et en fait, on se rend compte que on fait tout. En fait, tous les éléments du jeu sont utilisés par les joueurs. Il n'y a vraiment rien qui est laissé de côté. Il n'y a aucune mécanique de jeu qui est laissée de côté par les joueurs. Et si tu laisses de côté une mécanique de jeu, tu gagnes pas. Enfin, c'est pas possible de gagner, je pense.
On n'a fait qu'une seule partie. J'ai fait qu'une seule partie de chaque jeu, hein, je précise. Voilà, ça peut s'affiner au fil du temps. Et Messina, j'ai senti la même chose. Et pourtant, j'ai gagné à Carnegie. Ça influe Quand pas même, trop sur quand mon avis. J'étais pas là. Ouais. C'était une bonne partie. Et du coup, ça n'influe pas trop sur mon avis, en fait. C'est mieux de gagner, mais bon, voilà, Messina, j'ai perdu, mais j'ai trouvé la partie cool. J'ai perdu à la gloire d'Odin aussi, et j'ai beaucoup aimé à la gloire d'Odin, c'est pas bien grave. Mais à la gloire d'Odin, contrairement aux deux autres, j'ai vraiment eu l'impression que je pouvais mettre des choses de côté. Vraiment me dire ça, je m'en intéresse pas, je veux pas me spécialiser là-dedans, et je vais faire autre chose, et je vais vraiment m'intéresser à ça. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus intéressant quand on joue à plusieurs et qu'on regarde ce que font les autres joueurs, on dit ah, lui, pas ça, mais moi je vais faire ça, et je vais les avoir parce que je fais ça, etc. Et dans ces deux jeux-là, en fait, on fait tous la même chose, on fait pas tous la même chose en même temps. C'est ça qui fait là aussi l'intérêt du jeu, c'est qu'on fait les choses, les actions. C'est pas tapisserie, quoi. C'est pas une ligne droite, on fait tous la même chose. Mais je trouve qu'on n'a pas cette impression où on peut un peu faire sa popote. Parce que moi, je suis un genre de joueur où quand je jouais à Warcraft, etc., je passais un temps fou à faire ma base. Faire ma base bien propre, puis après j'allais. Moi, faire la j'attaquais bagarre. vite les voisins qui faisaient leur basse. Mais comme ma base elle était bien propre. Oui, voilà, elle est bien. Et je suis ce genre de joueur et j'ai horreur que les jeux me disent ce que je dois faire. C'est aussi un problème souvent, c'est que les objectifs communs ou les objectifs secrets sont souvent trop importants pour qu'on les mette de côté. Et souvent, c'est punitif, je trouve, pour le décompte des points. Voilà, je pense. Oui, non, Ça je peut avoir une vertu. Ça peut avoir une vertu. Ouais, des fois. Mais... Oui, moi, j'allais aller dans le sens de Nicolas. D'accord. Donc, vas-y. Alors moi j'allais j'allais défendre un petit peu parce que parfois ça peut avoir une vertu, j'ai envie de dire pédagogique, que le jeu, d'une certaine façon, rende, surtout là c'est 3 jeux historiques, hein, sur 3 périodes très très marquées, rendre compte que l'histoire a établi qu'il y avait une façon ou une façon préférentielle de pouvoir y arriver. Et donc, quelque part, si le jeu rend cette justice à la vérité un peu historique telle qu'elle s'est produite, ça peut sembler intéressant. Mais après, ça se fait effectivement au détriment du plaisir des joueurs qui, notamment, aiment bien avoir plusieurs façons différentes de gagner. Ça permet aussi d'avoir une rejouabilité plus forte et éviter d'avoir un peu cet effet très très fort du sentiment que si on fait pas ça, si on n'achète pas ces choses-là, quelque part, on est... On prend pas les ouvriers supplémentaires. Voilà. Moi, ce ne serait pas le reproche que je ferais à Messina. Mais alors, juste pour... c'est que c'est aussi très intéressant d'explorer des scénarios. Que tu dis que l'histoire... du coup, on voit le déroulé de l'histoire un peu, c'est ce que tu dis, mais ça peut être aussi intéressant que le jeu nous propose de voir un what if un peu. Voilà, si on avait fait ça, qu'est-ce que ça aurait pu apporter? De laisser un côté bac à sable, du coup. Oui. Ouais. Alors le bac à sable, c'est encore... Mais c'est encore je veux pas un jeu forcément bac à sable. Après, Carnegie, sur le côté de devoir faire vraiment tout ce qui t'est proposé en tant que joueur, enfin au niveau des règles, je trouve que c'est ce que tu disais, Jérôme, c'est que ça simule effectivement la vie de Carnegie, qui était philanthropiste, qui a fait énormément de choses, et vraiment qui a tout fait. Et là, en tant que joueur, on se retrouve un peu dans ses bottes. Pour le coup. Sur Carnegie, on est donc notamment sur une mécanique de placement d'ouvriers en priorité. Et on s'était dit avec Benoît et Lucie que c'était une très bonne initiation aux ressources humaines, à la gestion de ressources humaines. Pourquoi pas, ouais. Alors on était 3 jeux de placement d'ouvriers. Oui, d'ailleurs, oui. avec une mécanique de placement. La gloire d'Odin est vraiment 100%. Messina aussi, et Carnegie aussi. Ouais, mais il y en a un peu moins. Vraiment, dans Odin, on a vraiment beaucoup d'actions disponibles et beaucoup d'ouvriers. Enfin, dans les derniers tours, je crois qu'on en a 12 ou un truc comme ça. Mais ce sont des placements d'ouvriers. La mécanique de placement d'ouvriers, elle est immense. Elle est immense, la mécanique de placement d'ouvriers. Il y a plus d'ouvriers. Et mais du coup, cette gestion, je trouve que parce qu'il y a un plateau dans Carnegie où on peut construire des départements pour notre entreprise. Ça, c'est vraiment très, très cool. On a grandi notre entreprise, etc. Mais on était quoi? On était 3. Je crois que tous les 3, on a
agrandi que 2 fois notre entreprise et on Pas a fait toute la énormément, ouais. partie comme ça. Mm. Et elle se pose la question de oui, mais en fait, je crois qu'il y a 8 emplacements. J'ai du mal à voir exactement comment on pourrait remplir notre plateau de joueurs. C'est Ou vrai alors que qu'il y a une stratégie c'est- de jeu qu'on n'a pas vue. Ouais. C'est possible. je sais pas. Sur Messina, qu'est-ce que vous avez, quelles compétences vous avez repérées qui peuvent être mobilisées grâce à ce jeu? Brûler Ah, la il- peste. Brûler la PS. ouais. Et, ici, le thème est très. Enfin, c'est pareil, c'est des jeux à thème. Le Ouais. thème est sur la peste. Mm. Messine, c'est une des villes en Italie qui a été parmi les plus touchées parce que c'est vraiment une activité portuaire très importante par la peste noire, la peste de 1300, là en plus en 1347. Et je crois que c'est les 2 tiers de la population qui va y rester. Enfin, oui, enfin, je sais pas comment le dire proprement. Ok, touché par la- Et moi, ma déception, au-delà effectivement d'un effet de mécanique où on a quand même intérêt à. Enfin, les points sont sur le repeuplement de Messine. Donc, c'est pas inintéressant parce que la peste se développe. La peste est là et ensuite, la peste n'est plus là, il faut un peu repeupler. Et néanmoins, bien la peste, c'était pas mon plus gros Je l'ai problème. pas trouvé. On n'a pas été sous énormément de tension. Ça doit Et, être beaucoup plus punitif, je trouve. globalement, ça va. La peste, Ouais. la peste Tranquille. noire, tranquille. Ouais. Personne n'a été gêné par rapport à ça. Et surtout qu'elle peut pas venir sur notre domaine. ouais. On a un plateau qui est notre domaine Ouais. où on a Mm. des gens qui viennent avec nous, quoi. Et ça Mm. peut pas nous embêter vraiment en fait. C'est parce que dès le moment où On les met en quarantaine, on 15 jours, on les met en quarantaine et c'est bon, et une petite quinzaine et ça. Ouais, Et ils, deux, sont, trois jours. et ils sont en quarantaine et ils sont forcément vivants en fait. C'est-à-dire qu'ils Ouais. pourraient avoir- Et puis ils bossent aussi. Et- Et En ils plus, bossent. ils quand même. C'est ça le truc. C'est Donc que- ici, moi je dirais que la faiblesse, c'est de ne pas avoir été, je pense, plus loin dans la. Il y a des jeux qui sont durs, qui nous punissent, où on voit pas le jour, parce qu'il n'y a pas beaucoup de. Moi je pensais à Antiquity, qui est un très gros jeu à l'époque médiévale, où. Et là, c'est dur parce que ils crèvent de faim, ils meurent, ils sont malades. Là, on l'a la pression en permanence. Là, Pas ici, trop, honnêtement, ça va. Moi, je me dis le 14e siècle à Messine, Tant que t'as tranquille. du quoi. feu, c'est ok en fait. Avec C'est un un peu, peu de feu ou un méga feu, C'est bon. c'est. Et ce qui est un peu dommage parce qu'il y a une mécanique de bateau qui arrive à Messine avec des Ouais. ports et qui ont la peste, mais cette peste se répand pas dans la ville en fait. Non. Et Donc, ça reste un jeu très cool quand même. Hein. Mm. Mais on pourrait imaginer rajouter des règles sur justement le fait que la peste se répande pour un peu plus scénariser ou en tout cas. Faire des house walls. ouais. Et moi, j'aurais fait un jeu où, comme un peu le jeu Descent, qui est un jeu qui est un jeu d'exploration de donjons. Donc c'est vraiment rien à voir, vous allez me dire. Mais dans le principe, c'est on gère une compagnie de héros qui partent en bonne santé. Et moi, je le vois un peu comme un jeu de gestion. Et à mesure qu'ils avancent, ils sont de plus en plus faibles. Et il faut essayer qu'il en reste un ou deux suffisamment forts pour pouvoir se faire le boss en fin de truc. Et là, en fait, je suis bien mieux en milieu et en fin de jeu que je l'étais au début. Et j'aurais imaginé que sur ce type de jeu, si je joue quelqu'un qui est un peu un riche marchand, un bourgeois de Messine, je vais bien. Et en fait, je me prends, parce qu'il y a la peste, je trouve plus personne pour pouvoir travailler dans mes fabriques. Il n'y a plus personne pour aller vider les bateaux. Enfin, ce sentiment de catastrophe sociologique et épidémique, sanitaire, économique, je l'ai pas du tout. Je m'enrichis. Donc on n'est pas sur Ouais. un jeu de gestion de crise en fait. On Pas est, tant que ça. ou alors pour rassurer les gens en disant ça va. Ça va aller. C'est bon. Vivement la prochaine peste, hein, parce que moi j'ai quintuplé mon capital pendant la J'ai construit des Peut-être que tu as un baraques. enseignement sur comment en tirer profit d'une pandémie. C'était l'un des Ça, intérêts c'est- de cette peste-là était qu'elle était assez indifférenciée socialement. Enfin, c'est l'un des intérêts. Il n'y a pas aucun intérêt à la peste, mais elle frappe de façon assez indistincte. Parce qu'on n'a pas encore compris comment ça se propage. Donc en fait, ça touchait quand même un peu tout le monde. Et puis moi, j'ai pas non plus été ultra fan pour aller jusqu'au bout de la caricature. J'ai des nonnes, j'ai des artisans et des bourgeois. Je vois pas des tellement bourgeois, ouais. le rapport différencié. Sur ces rôles-là, on aurait pu aller plus loin peut-être sur. Ouais. Ils font la même ouais, chose, parce que- oui, c'est ça. On Au met une final, nonne ils font dans la un même chose. coin, elle ouais. nous fait du Ouais. feu. On met un C'est surtout pour les ateliers. artisan c'est dans ça, un ouais, coin, il nous ouais, fait aussi ouais. du feu.
Voilà. Un mot pour terminer sur les compétences mobilisables grâce à la gloire d'Odin, que vous avez beaucoup aimé. Ouais. Faut Pas pas toucher la boîte. faut faire une bonne sieste avant parce que c'est un jeu qui est pas compliqué mais qui est vraiment Dense. ouais, il y a des je sais plus Mm. combien il y a d'actions, il y a une trentaine d'actions possibles par tour, c'est vraiment c'est génial quoi. Uwe Rosenberg, c'est l'auteur d'Agricola, qui est l'un des énormes top 10, top 10 des jeux dans l'histoire des jeux. Certainement, on aurait Agricola qui arriverait aux portes de ce top 10 ou dedans. Et ici, on a cette même mécanique d'un jeu vraiment très, très, très bien huilé. Mm. Plein Il est d'options. beaucoup plus lourd que les deux autres quand même, hein. C'est Ok. À tout point de vue. Ouais, non, mais Ouais, 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 ça, même, voilà, on avait joué, C'est une grosse on boîte. avait joué 3h30, je pense, Ouais. quand on a fait la partie. Et sur une partie à deux, et on peut en plus, imaginer. on était que deux, ouais. Ah oui. Par contre, moi, je le trouve historiquement extrêmement intéressant, parce que j'ai beaucoup travaillé sur Ah la oui, oui. période de Scandinave, parce que nous sommes normands et on Non, s'intéresse. mais là, dans je trouve que là, c'est plus à cœur, le thème est plus à cœur que là. Bah, là, ici, moi, je trouve que c'est vraiment. Non, mais là, ça raconte quelque chose d'historique, alors que là, c'est Mais ouais, non, c'est un environnement historique, mais ça raconte pas. Ah, si. Ah, je trouve pas. On a la géographie avec même la progression de se dire est-ce que on va se faire les Irlandais, est-ce qu'on va en Islande, est-ce qu'on va plus loin, Ouais, est-ce qu'on va sur les, sur petites- les îles, les ouais, grandes îles. pourquoi pas, ouais. Et en plus, l'âge viking est caractérisé en permanence par ce que donc on a cet optimum médiéval qui fait qu'ils sont plus nombreux et que le Groenland d'ailleurs est même tout vert à cette époque-là et donc ils sont nombreux. Et c'est pas qu'ils sont c'est pas justement l'imaginaire qu'on peut avoir par rapport à ces populations-là qui sont sanguinaires et qui n'avaient qu'une hâte, se dire, c'est déferler sur l'Occident et se dire allons tous les brûler. C'est des gens qui sont assez opportunistes, ils sont nombreux et comparativement d'un point de vue technologique, ils maîtrisent mieux certainement l'acier, la métallurgie à cette époque que le reste le reste du monde. Donc ils ont ce bénéfice-là. Ils ont des bateaux qui leur permettent de remonter vraiment, ils ont un faible tirage. Et donc, en permanence, ils font l'arbitrage de se dire, est-ce que je fais du commerce ou est-ce que je pille? S'ils sont faibles, je les pille, parce que c'est une forme de commerce qui est vachement plus avantageuse. Et si c'est fort, on fait du commerce. Mais derrière, en permanence, il y a ce souci de développer une agriculture, de développer aussi un moteur, un moteur économique. Donc, je trouve que pour connaître la période, c'est vraiment intéressant. Ok. Je trouvais que le thème était plus fort dans ces deux-là, mais Je pense que c'est décevant parce qu'on se dit, Ouah, je vais jouer tout ça, Ragnar et tout, les têtes qui vont voler et tout, mais Si on quelque étudie part, la réalité, c'est un peu décevant aussi. Enfin, Bah, bien c'est sûr, ça, c'est- c'est décevant ou rassurant. rassurant aussi, oui. Et donc sur cette gestion-là, moi je la trouve intéressante. Alors peut-être, si j'ai toujours faire les micro-critiques, sans aller sur les compétences, peut-être que sur quelque chose qui est à la gloire d'Odin, ou Odin, parce que c'est comme ça qu'il préférait qu'on l'appelle, la dimension, l'omniprésence du surnaturel dans les représentations des populations scandinaves est assez absente. Ça, on l'a pas des masses, alors que ça guide et ça rythme. On est vraiment à ce titre-là dans une interaction présumée permanente des hommes et des dieux. Donc ça, on l'a pas. pourtant, ça s'appelle la gloire d'Odin. Et on savait. Voilà. Ouais. Bon après, le mec, il est. Après, il y a aussi le voit un fait coup. qu'il y a des cartes et on n'a pas très bien utilisé les cartes. Il y a peut-être ça aussi qui aurait apporté des effets, Ouais. comme tu dis. Merci beaucoup à tous les trois pour cette revue des derniers jeux. On va bientôt conclure ce dernier oui, c'est live vrai. de l'année. Et je vais demander à Damien de revenir se trouver une petite place quand même pour. Non, mais reste aussi, Nicolas. Je pense qu'on peut tous, pour les dernières secondes, être là. Et puis si On a Lucie, dit, tu peux être en webcam ou, Arrête de prendre les gens sur tes genoux. ou venir. Je sais pas si c'est possible pour la On régie, prendra. mais si tu peux au moins être en webcam, comme ça, on vous a tous pour vous dire au Ouais, revoir. puis, Donc encore une fois, Vraiment merci. Benoît. Et puis évidemment Benoît, hein, Benoît est dans nos cœurs. qui à est un distance, peu je là crois. à distance. RIP, bonne. Donc voilà, depuis le Gaming Lab du CEMU, on vous remercie pour cette année avec nous. Je crois que vous vouliez tous passer une petite dédicace. Ah oui. Ah non. Ah, t'étais pas au courant? On peut faire une petite dédicace. À qui on veut? Ouais. Oui, Ah bah voilà, ma petite femme. Ah bah voilà. Myriam. on embrasse Myriam.
Là, moi, je vais faire une petite dédicace, alors, pour être longue, mais Et je mon peux fils aussi. Et Edgar. Alors moi, pas quelque chose de familial ou parce qu'on est dans un contexte, mais par contre, là, cette année, Il m'a dit que je pouvais. ouais, c'était vraiment intéressant parce que donc on a accueilli évidemment plein de gens au bootcamp qui étaient en dehors de l'université, puis on a été aussi accueillis avec parfois avec Damien par des équipes vraiment très très sympathiques dans des services d'appui à la pédagogie à Toulon, à Poitiers. À Lille et même en Polynésie, à Tahiti. Donc, j'ai eu des très belles rencontres autour de la ludopédagogie. Et donc, bah voilà, c'est. Moi, je voyage pas, donc je sais pas ce que c'est. Et je t'emmènerai. Et donc, voilà, une petite dédicace pour toutes ces personnes curieuses et inspirantes. C'est bien ça. Belle dédicace. Oh, je Ouais, bien. Dédicace. Bien, tu voulais. Non, je ferais qu'on faisait une petite dédicace service par service que quelqu'un aurait pu partager, mais tant pis, je vais faire une dédicace au Royal Kebab du bas de la rue. Alors, Qui ne sponsorise pas ça encore. ne sponsorise pas encore cette émission, Bientôt, peut-être. On est ouvert à toute proposition. mais qui malgré tout nous accueille à l'issue de chaque live le jeudi midi. Non, enfin, Pardon. plus sérieusement, peut-être une dédicace un peu particulière aux enseignants en fait, qui nous font confiance toute l'année. Ouais, c'est bien aussi ça. Dans leur projet qu'ils nous confient, parce que souvent quand un projet est initié, il est T'as le droit de changer. il est porté en fait par un peu par le cœur et par la volonté. Ils nous confient un artefact avancé, ils se sont mis en difficulté et en fait ils nous confient ce projet en fait un peu élaboré en disant bah voilà qu'est-ce qu'on peut en faire de ça, donc un merci pour leur confiance. On les remercie, effectivement. Merci, Damien. Arthur. Je voudrais faire une dédicace à l'argent parce que c'est un peu grâce à l'argent voilà, déjà qu'on a alors celle-là aussi, mais aussi à l'argent qui nous permet d'avoir tout ce matériel pour faire une production quand même plutôt bonne. On va pas se mentir. Et bah, moi je termine là-dessus. Et puis voilà aussi dédicace à Agathe peut-être qui nous regarde depuis son yacht maintenant. Non, elle vient de voilà. terminer son année. Ouais. Elle est diplômée, donc Bravo Agathe. Lucie, pour revenir sur des valeurs humanistes, un petit mot. l'argent aussi. Les licornes. La licorne. Paix, amour, bonne entente. Merci. Et toi, Florine? Oui. Moi, je voulais vous faire une dédicace à vous, évidemment. Ah, Sans que rien ne bien sûr, serait bien sûr. possible. Pour cette bonne ambiance, pour ce bêtisier à venir. Non. Non. Je le redoute beaucoup. Oui. Il y a beaucoup d'enregistrements de tests. Ouais. C'est le moment de dire j'assume tous les propos que j'ai. Puis après, Non. Et donc, on se retrouve en septembre. Exactement. Ou fin août. On n'a pas encore exactement le planning. mais enfin, c'est plutôt septembre. Ça sera septembre. On voilà, attaquera. donc, restez connectés en septembre. Pour que justement, fin août, en fait, on puisse planifier toutes les actions, tous les lives de l'année. Et on aura des invités, on aura encore plus de jeux. Des oreillettes. Des goodies, des oreillettes. Et donc, on t'en De réjouit. l'argent. Plus d'argent. En attendant de passer un bel été, n'hésitez pas à aller voir notre base de données sur Open Science Framework. Et puis à jouer, évidemment. Vous allez tous jouer cet été? Ah oui. Oui. Vous pourrez nous parler à la rentrée des jeux que vous avez découverts, donc n'hésitez pas à vous en rappeler pendant l'été. Prends des Tu notes. vas bien À part Elden Ring, tu joues à quoi toi? Frosthaven en ce moment. Il y aura un effet Une boucle. année, ça. Bon, encore une fois, merci à tout le monde et puis à bientôt. Bon été, bonnes vacances. Applaudissements.